Quand tu es favorisé par Dieu, tu es aussi favorisé par le diable. Quand un garçon décède, j'ai juste l'impression que j'aurais pu faire quelque chose. Un homme doté d'un pouvoir illimité, mais condamné à en souffrir. L'histoire de Francis Ngannou est faite de sang, de sueur et de larmes, dans la cage comme en dehors. Les difficultés précoces ne sont pas nécessaires pour devenir un grand athlète de sport de combat, mais elles peuvent renforcer la détermination et mener à la légende, comme ce fut le cas pour Francis Ngannou. Si je devais décrire la douleur de mon enfance, je veux dire, c'est clairement la période la plus difficile de ma vie. Bien que je déteste mon enfance, j'étais tellement en colère et frustré car nous n'avions même pas le strict minimum. Je me souviens que j'avais une seule brosse à dents. Je l'ai gardée pendant environ 12 ans. 12 ans. Tu peux ne rien avoir dans l'estomac. Ouais, j'étais énervé. Je me disais, non, je peux pas être reconnaissant pour ça. Je peux juste m'asseoir et être à l'aise ici, comme si tout allait bien. Ouais, en Afrique, ils n'aiment pas ça. Tu dois obéir, tu dois écouter et faire ce que la personne plus âgée dit. J'avais 6 ans quand mes parents ont divorcé. Il était violent, il se battait, il frappait sa femme. Ma mère nous frappait. Je ne savais rien de la vie. Je ne savais pas ce que je voulais devenir. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su une chose. Je ne voulais pas devenir comme mon père. Je pense que malgré tout, je dois ce que je suis aujourd'hui à mon enfance. Les actions de son père allaient laisser une empreinte durable, mais Francis était déterminé à canaliser cette fureur en quelque chose de positif. Avec cette motivation et une éthique de travail inégalée, dès l'âge de 10 ans, il commença à travailler dans les mines de sable pour subvenir à ses besoins et soutenir sa mère. De longues heures, un travail difficile, mais une récompense bien plus grande que l'argent était récoltée, même s'il ne le savait pas encore. Je pense que j'ai commencé à travailler dans la mine de sable. J'avais 9 ans. Tu utilises une pelle pour ramasser du sable. Oui, ramasser du sable ou creuser du sable, tu sais, sur la montagne, pour soutenir la famille, pour acheter de l'huile, pour acheter de la nourriture pour notre scolarité, et ce n'était pas suffisant. Parfois, ça s'effondrait et tuait des gens. Grandir en faisant quelque chose comme ça devait être très difficile. Ton corps doit devenir très fort en faisant ça à 10 ans. Je veux dire, ça a dû vraiment te forger. Chaque coup de pioche façonnait Francis en le spécimen qu'il deviendrait. Mais en grandissant, de nouveaux obstacles apparaissaient. La pauvreté amenait la culture des gangs, la criminalité et la drogue dans son village. Beaucoup de ses amis en étaient victimes. La promesse de communauté, richesse et pouvoir n'était qu'une façade. C'était le chemin qu'avait pris son père, un bagarreur de rue réputé. Francis savait qu'il devait suivre une autre voie. Il y avait un aspect chez mon père qui n'avait pas une bonne réputation. En voyant mon père être comme ça, j'ai compris que j'avais ça en moi. J'ai une force, j'aime exprimer cette puissance physique. Mais comment puis-je le faire sans suivre le même chemin que mon père ? J'ai compris que la boxe est la chose qui réunit tout ce que je veux. Je vais me battre, je vais faire le bien. Tous ces enfants comprendront que je ne suis pas sans valeur. C'était la bonne chose à faire parce qu'il y avait des règles. C'était organisé et tout. Quand tu entres dans un match de boxe ou un combat de caractère, si tu gagnes, on te célèbre. On ne te reproche pas d'avoir battu quelqu'un. Francis possédait l'éthique de travail, le talent et les qualités physiques, mais le cycle vicieux de la pauvreté avait brisé ses rêves de gloire. Condamné à suivre le chemin de ses ancêtres, les mines de sable ne suffisaient plus. Pour poursuivre son rêve, Ngannou devait se libérer de ses chaînes métaphoriques en tout sacrifiant, à commencer par un long voyage vers l'Europe. Je regarde autour de moi, je vois des gens de 50, 60 ans et ils sont au même endroit qu'ils étaient à 20 ans. Tu venais donc d'arriver à cette étape de ta vie, où tu savais que tu devais faire quelque chose. J'ai un sac à dos plein de vêtements et de chaussures et voilà, le 3 avril 2012, j'ai décidé que, d'accord, je vais partir pour réaliser ce rêve. T'as 25, 26 ans, ton objectif était d'essayer d'aller en Europe. Oui, je ne pouvais pas aller à l'aéroport et simplement prendre un avion pour aller en France, donc je devais utiliser toutes les portes dérobées. Parfois, tu dois marcher, prendre le vélo, la moto, le camion, la voiture. Tous les moyens de transport disponibles à ce moment-là, tu les utilises et c'est comme ça que j'ai quitté le Cameroun. Vers le Nigeria, puis du Nigeria au Niger et ensuite, à partir du Niger, c'est là que tu dois traverser le désert. Des gens meurent. Oh là oui, oh. Tu verras beaucoup de squelettes autour.
Squalots. Dans le désert, il suffit de détourner le regard comme si de rien n'était. En traversant les régions brûlantes de l'Afrique du Nord, Francis s'était dirigé vers le Maroc, le dernier bastion et la dernière défense entre lui et son destin. Car au-delà de ces murs se trouvait le territoire de Melilla, une petite zone côtière appartenant à l'Espagne et donc le billet de Francis pour le continent européen. Fortifié et protégé par de hauts murs de fils barbelés, des gardes armés et des rivages traîtres, rendant impossible toute intrusion. Pour ceux qui tentèrent de franchir ces obstacles, la punition en cas de capture était sévère. Ceux qui n'avaient même pas de chance étaient rejetés dans le désert avec seulement leurs vêtements sur eux, et pour François, ce serait sa réalité. 6 fois consécutives, là où d'autres auraient abandonné face à des obstacles et des rejets aussi accablants. Pour François et ses Purubili, c'était tout ce qui lui restait, alors que les combattants risquaient leur vie pour l'argent et la gloire, Ngannou le faisait pour survivre. Jusqu'à présent, la guerre l'avait vaincu. La seule autre option était ses eaux traîtresses, des vagues qu'une petite embarcation ne pouvait ni traverser ni affronter. Mais pour François, c'était sa dernière chance. Si tu as peur pour ta vie chaque jour pendant 14 mois d'affilée, pourquoi continuer? Pourquoi faire demi-tour? Reste à ta place, c'est ma vie et je ne l'abandonnerai pas. J'en ai terminé avec ça. Et qu'est-ce qui te motivait à agir ainsi? Rêver d'y arriver. Je savais que si j'abandonnais, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir comme ça. Quand tu es monté sur ce bateau de la Croix-Rouge et que tu savais, Le 3 avril, il y a 1 an, anniversaire d'1 an, un long voyage, 2 mois dans une prison espagnole, François serait enfin libéré. Il avait réussi, découvrant l'autre côté de la médaille remplie d'opportunités. Il ne possédait que quelques vêtements, mais avait la détermination de réussir. Se frayant un chemin jusqu'à Paris en resquillant dans les trains et par d'autres moyens, ici, dans la capitale française, il cherchait une porte d'entrée, n'importe quelle opportunité pour intégrer le monde des sports de combat et enfin prouver sa valeur. Bientôt, il allait trouver cette chance. Jusque-là, il avait voyagé seul, mais une main tendue, inattendue, allait révéler son potentiel et, sans le savoir, forger un partenariat légendaire. Sous la direction de l'entraîneur Fernand Lopez, Francis a délaissé son rêve de boxe pour un nouveau rêve. Une routine difficile et éprouvante faite de douleurs physiques et d'efforts intenses. Mais ici, à la Arts Martiaux Mixed Factory, il pouvait enfin transformer son talent physique brut en un art martial mixte raffiné. Un poids lourd exceptionnel, la scène régionale était son terrain de chasse, pas un terrain d'épreuve. Quand j'ai débuté en France, les gens refusaient de m'affronter, me trouvant trop brutal. Je pensais que c'était un sport de combat dont le but est d'être brutal. Le prédateur, un surnom des plus appropriés, la puissance dévastatrice de Francis était inégalée. Alors que la plupart des combattants n'atteignent jamais l'UFC, Ngannou verrait son opportunité arriver après seulement 6 combats professionnels. Certes, il manquait d'expérience, mais le talent était là. Et à une époque où Deontay Wilder régnait en maître et où les exploits de Tyson et Foreman marquaient encore les esprits, la puissance de Francis était un rêve pour les promoteurs. L'argent n'était pas exceptionnel pour le travail fourni, mais pour Francis, ce premier contrat à l'UFC représentait une véritable fortune, un tremplin vers la stabilité. Les showmen et leurs moments dominaient encore la scène, et Francis n'était pas vraiment de ceux-là. Mais justement, ce contraste entre sa nature réservée et sa capacité à finir violemment ses adversaires lui donnait un attrait unique. Il traçait sa route à coups de poing, désormais sur la grande scène. Une nouvelle ère des poids lourds venait de commencer. Avec Francis Ngannou, c'est très simple. Installez-vous. Dans le pire des cas, il te mettra knock-out sans ménagement. Ngannou a l'option nucléaire contre n'importe quelle personne vivante, n'importe quelle personne vivante. Tu peux être un des meilleurs combattants du monde. Il t'enverra aux urgences sur une civière. 5 victoires consécutives, toutes par finition, presque toutes au premier round.
La catégorie des poids lourds a toujours été considérée comme celle où la marge d'erreur est la plus fine. Une erreur, un faux pas, et c'est une fin sans cérémonie. Mais Francis l'avait prouvé 10 fois plus. Il avait battu les meilleurs de la division et inscrit leur nom à son palmarès. Ces knockouts et l'attention qu'ils ont attirés lui avaient offert une opportunité. Affronter un champion, pas sous la bannière de l'UFC, mais partout ailleurs. Ce serait difficile pour toi. Peu importe combien de temps tu parles d'Alistair Overeem, d'Andy Rassé. Champion du monde de kickboxing, Kayun champion du monde de Strikeforce, un vrai phénomène. Combattant d'élite, prétendant numéro 1 chez les poids lourds. Ce gars n'était assurément pas naturel. Ce n'était pas du tout naturel, c'était impossible. Un jour, je l'avais vu manger de la viande de cheval. J'ai dit « Putain, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il a répondu « D'accord, mon pote. » Alistair Overeem n'était peut-être plus à son apogée, ni aidé par des produits dopants, mais il restait une force avec laquelle il fallait compter. Francis était maintenant sur une scène de pay-per-view pour la première fois, avec la chance de vraiment se faire un nom. Ce n'était qu'une chance, mais il l'a saisi à pleine main. Seuls 3 combattants à l'ère moderne ont commencé leur carrière à l'UFC avec 6 victoires et 6 finitions. Francis Ngannou avec une opportunité de rejoindre ce groupe ce soir. Les gens n'arrêtent pas d'appeler Mick Maynard pour essayer d'obtenir un combat contre Ngannou. Francis Ngannou est arrivé. Un knockout qui reste l'un des plus emblématiques du sport. Il a brisé les frontières culturelles du arts martiaux mixtes et a explosé dans le grand public, révélant la véritable valeur de combattant de Francis. Ce n'était pas seulement un homme naturellement doué, mais aussi quelqu'un avec une éthique de travail irréprochable, ayant désormais la ceinture de l'UFC à portée de main. Les foules ne connaissaient pas vraiment son nom, mais avaient vu de quoi il était capable. Pour les hauts dirigeants de l'UFC, motivés par l'argent et les chiffres, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Dana a toujours voulu son Deontay Wilder et maintenant il en avait assurément un. La seule chose qui manquait, c'était une ceinture brillante autour de la taille. Et à l'UFC 220, il aurait cette chance. Francis Ngannou détient le record mondial du coup de poing le plus puissant. Son coup de poing équivaut à 96 chevaux, ce qui revient à se faire percuter par une Ford Escort lancée à pleine vitesse. Comme pour Rousey et McGregor, la montée en puissance de Francis Ngannou n'a pas caché le résultat souhaité par Dana White. Stipe Miocic était un champion talentueux, mais son pouvoir d'attraction était éclipsé par ce nouveau phénomène. Les destins se décident dans l'octogone. Pour Francis, il ne restait qu'une étape vers la gloire, et pour le roi, une chance d'arrêter ce train de la hype. Francis le Prédateur. Ngannou affronte le champion en titre, Stipe Miocic. Le combat de ce soir débute. Dans ce combat, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en ai tiré des leçons. Oh, oh! Gros coup de Stipe par-dessus. À chaque étape du combat, je l'ai toujours en tête. Toujours! L'indiscuté! J'ai peut-être perdu ce combat, mais ce combat sera le plus grand de ma carrière parce que tout ce qui viendra après ce combat, tout ce que j'ai appris, je vais l'appliquer dans mon jeu, dans ma carrière, à partir de maintenant. Cela pouvait être une bénédiction déguisée à bien des égards. Certains diraient que Francis, emporté par sa notoriété, avait sous-estimé son adversaire et en avait payé le prix. Il y a peut-être un fond de vérité, mais quelle qu'en soit la raison, c'était une occasion de grandir mentalement et physiquement pour revenir meilleur. Mais durant ces 6 mois de pause, il était évident que les séquelles psychologiques du combat contre Miocic persistaient. Lors d'un duel contre Derek Lewis, un autre spécialiste du knockout, Francis, était hésitant, loin de son ascension prédatrice. Une décision qui lui a coûté cher. C'était le pire combat poids lourd jamais vu, avec le 2e moins d'action de l'histoire. Quand je repense à d'autres combats, on dirait qu'il est 2 personnes différentes. Ce n'est pas ma façon habituelle de me battre. Tu étais encore en train de gérer. Avec le combat contre Stipe, je gérais encore la situation en me disant de ne pas me précipiter et de rester calme. Je pensais qu'il serait le prochain adversaire. Son ego a complètement pris le dessus et lui a vraiment échappé. Quand tu arrives dans le monde du combat et que tu commences à t'effondrer, comme avant le combat contre Stipe où il est parti en France, tu vois ce qui se passe. Il s'est à peine entraîné pour ce combat et voilà le résultat. L'ego a blessé Francis Ngannou. 2 défaites consécutives ont brisé son image publique et sa notoriété. Francis, favorisé par Dieu et le diable, avait touché le fond, mais les grands de ce sport ne s'apitoient pas sur leur sort. L'ego était totalement détruit.
Les légendes se forgent par d'innombrables heures d'entraînement acharné, jonchées de sang, de sueur et de larmes pour décrocher les victoires. En quête de changement, Extreme Couture était désormais sa maison, et sous la supervision de l'entraîneur Eric Nicksick, le prédateur allait suivre une nouvelle voie. Voir tous tes combats et tout ça, tes coups de poing sont spectaculaires. Toutes ces bonnes choses qui t'arrivent signifient que tu es favorisé par Dieu. Oh! Knockout, knockout. Pour moi, il semble que nous nous soyons tous trompés sur Francis Ngannou et qu'il est toujours... Il y a une responsabilité à avoir quand on a un gars aussi dangereux. Après ce qu'on a vu de Francis Ngannou, comment ne pas le considérer comme le prétendant numéro 1? Une fois de plus, Francis était sur le point d'atteindre le sommet de la montagne et ses 4,5 kg d'or. Stipe Miocic est toujours le roi, mais cette revanche à l'UFC 260 n'avait de similaire que le nom. Car en 4 ans depuis ce coup du destin, Ngannou était devenu quelque chose de bien plus grand. Un guerrier non seulement doté d'un arsenal de lutte élargi, mais aussi d'une tranquillité et d'un équilibre mental complet. Lorsque je regarde ce combat, je le déteste car je ne me reconnais pas. Même la façon dont je me bats, la façon dont je me précipite, ce gars-là me ressemble et je veux me venger de ça et prouver que je suis le meilleur. Malgré l'absence de public en raison du Covid, les expressions des combattants témoignaient de l'intensité du combat. Stipe, un homme vieillissant qui semble accepter son destin. Et Francis, prêt à réclamer ce qui lui revenait de droit. Il est temps. Lors du match revanche, non seulement tu étais le toi d'avant, mais tu étais une version grandement améliorée de toi-même, très calculateur et technique. Et nouveau champion poids lourd du monde, Francis le Prédateur. Le sommet de la montagne. Ces moments d'émotion sont la raison d'être des fans de combat et la motivation derrière la création de cette chaîne. Si vous partagez cette passion, pensez à soutenir mon Patreon. À une époque où le contenu intelligence artificielle est omniprésent et les revenus YouTube instables, chaque aspect de ces vidéos est minutieusement réalisé par moi-même. Et en soutenant le Patreon, vous me permettez de continuer à raconter ces histoires. En rejoignant mon Patreon, vous aurez un accès anticipé exclusif à mes documentaires sur le arts martiaux mixtes sans pub avant leur sortie sur la chaîne, ainsi que des bonus comme votre nom dans les crédits, des masterclass pour les créateurs souhaitant se lancer sur YouTube et un droit de vote sur les futurs projets. Et toi, espèce de garce, tu acceptes ce marché? J'accepterai ce marché. Je ne te blâme pas, sacré bon marché. Soutenir la chaîne en rejoignant le Patreon est aussi simple que de cliquer sur le lien ci-dessous. Sinon, s'abonner en appuyant sur le bouton est déjà largement suffisant. Assurez-vous de laisser un like pour Léo Cooper MMA. L'histoire d'un champion est souvent familière. Les avantages financiers et sociaux qui accompagnent l'or de l'UFC engloutissent souvent les plus avides. Mais à une époque de combat marquée par la faillite morale, Francis Ngannou était différent. Les années dans les mines avaient fortifié son esprit. Rien de ce qu'il avait accompli jusqu'ici n'a été tenu pour acquis. Il voulait plus d'argent, non pas pour lui-même, mais pour aider ceux dont il avait partagé la condition, en créant des opportunités pour les moins chanceux et en inaugurant une nouvelle ère des arts martiaux pour le Cameroun et l'Afrique. Voici donc la fondation Francis Ngannou, où nous avons des enfants qui s'entraînent ici et les gardent actifs et leur permet de rêver. Parce que dans tout le pays, c'est la première installation entièrement équipée pour un sport de combat. Beaucoup de ces gens n'ont rien. Beaucoup de ces enfants qui veulent se battre s'entraînent peut-être sur la plage. Sur la plage, ils n'ont pas vraiment de salle pour s'entraîner, mais pourtant on attend d'eux qu'ils concourent au plus haut niveau. Je veux, à mon niveau, offrir un peu d'opportunité à ces enfants grâce à la fondation. Ces actions caritatives étaient quelque chose dont il pouvait être fier, mais pour que Francis puisse les développer, il avait besoin de plus de soutien financier. La position ferme de l'UFC sur les contrats des combattants n'était un secret pour personne, mais rares étaient ceux qui avaient osé s'y opposer. Ceux qui l'avaient fait par le passé avaient subi de graves conséquences, rejetés, moqués et effacés de la compagnie par Dana White. Ont-ils menacé de simplement supprimer la division si tu ne prenais pas ce combat? 90% de ce qu'il a dit était des conneries. Frank Shamrock est un abruti sans importance. Personne ne m'a plus énervé que Tito Ortiz, car t'es un enfoiré hypocrite et menteur. J'allais le démonter et le ridiculiser.
Francis partageait leurs griefs, manque de liberté contractuelle et faible rémunération. Les meilleurs poids lourds gagnaient des fortunes à chaque combat, alors que la prime de Francis en tant que champion de l'UFC ne lui rapportait que 850 000 $ pour se présenter et le double en cas de victoire. Mais Francis avait du poids, restant l'un des plus grands noms de la compagnie dans une ère post-McGregor en manque de stars. Défier le patron était une perspective effrayante. Mais quand on a traversé le sable du désert, la chaleur écrasante et les vagues déchaînées pour trouver la liberté, ce n'était rien en comparaison. Je pense que la plus grande erreur que l'UFC a commise, c'est d'avoir essayé de me maltraiter ou de me forcer la main. Ça ne marche pas avec moi. Je ne suis rien. Je n'ai aucun mot à dire sur ma carrière si je suis encore sous ce contrat. Je donne tout le pouvoir dans un contrat qui ne me donne aucune couverture santé. Non, ce n'est pas une option. Je veux ça. C'est notre option. En y réfléchissant, ce contrat est foireux. C'est de la possession. La façon dont le business est fait, ils te paient ce qu'ils veulent, te laissent faire semblant de négocier. Je ne veux pas appartenir à quelqu'un. Je veux juste être libre. Récemment, ils ont signé un énorme contrat avec Crypto.com. C'était une bonne affaire pour eux. Francis risquait tout en s'exprimant. Il luttait pour lui-même et ses collègues athlètes. Mais en parallèle, le prédateur avait aussi des responsabilités à l'intérieur de la cage, avec une première défense de titre ardue contre le phénomène français Cyril Garn alias Bon Gamin. Dans le cadre du nouveau conflit entre Francis et White, ce combat revêtait une importance capitale. Une défaite anéantirait immédiatement toute capacité de négociation. Mais la victoire représentait bien plus que cela. Comme toujours, Francis misait sur lui-même. Et toujours le champion incontesté du monde, L'absence de Dana White lors de la remise de la ceinture à Francis révélait la profonde rancœur entre eux. Contre toute attente, le combattant avait triomphé, mais Dana refuserait encore de répondre aux exigences contractuelles de Ngannou, toujours aussi têtu. Une relation jadis tendue, à présent rompue. Francis partirait à ses propres conditions, libre de poursuivre sa carrière dans d'autres disciplines des sports de combat. Dana jouerait le rôle du stoïque, refusant d'admettre complètement la défaite, mais Francis et le reste du monde connaissèrent la vérité sur cette affaire. Francis s'est vu proposer un accord qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux rémunéré de l'histoire de l'entreprise, mais il l'a décliné. Il hésite à prendre trop de risques. Il pense être bien placé pour affronter des adversaires moins redoutables et gagner plus. Nous allons le libérer de son contrat et il pourra aller où il veut et faire ce qu'il veut. Il refusait tout compromis et changement. Cette situation n'était pas saine pour moi. Si c'est la fin, alors qu'il en soit ainsi. Ngannou quitte son trône des poids lourds pour de nouveaux horizons, notamment un contrat avec la promotion de arts martiaux mixtes Professional Fighters League. Un recul de la compétition et de la réputation par rapport à la domination de l'UFC. Mais ici, bien rémunéré, il bénéficiait de l'avantage le plus important, la liberté de combattre. Cela lui a ouvert de nouvelles perspectives. Francis cherchait à se battre non seulement dans cette cage grillagée, mais aussi sur le ring de boxe ensanglanté. Sa renommée, son nom et sa force de frappe avaient fait le plus gros du travail. Avec le soutien de Turki Arshak, il aurait son joyau, un combat lucratif contre l'un des plus grands poids lourds de la boxe. Sur papier et selon les cotes, c'était un déséquilibre total et à raison. Pour le souverain Francis, dont le rêve de longue date était de devenir boxeur professionnel, ce seraient ses débuts dans ce domaine. De l'autre côté, l'héritage du roi des Gitans parlait de lui-même, invaincu et tout juste sorti d'une victoire écrasante contre le plus grand cogneur de la boxe. Francis, cette fois, n'avait rien à perdre et tout à gagner, et comme il l'avait fait la dernière fois et tout au long de sa vie, il misait sur lui-même alors que personne d'autre ne le faisait. Quand tu l'as mis knockout au deuxième round, j'ai bondi du canapé en l'air. Ngannou place le gros coup, le champion poids lourd. Ma famille dont je te parlais, ils étaient assis au premier rang à regarder ce combat. Le rêve que je portais depuis que j'étais enfant, cette nuit-là, je vivais ce rêve.
J'étais au sommet du monde, j'y étais. Et pour tous ceux qui doutaient de moi, j'étais là à leur prouver qu'ils avaient tort. Beaucoup ont pensé, il a gagné. Puis les résultats ont été annoncés sur les cartes de score. Je veux dire, j'ai gagné. Regarde-moi maintenant, regarde ma vie. Tu as été payé, j'ai lu plusieurs fois que pour ce seul combat, tu as gagné bien plus que tout ce que tu as touché durant toute ta carrière à l'UFC, c'est vrai. Ce coup unique allait définir Ngannou, défiant malgré les chances écrasantes. Bien que beaucoup pensaient qu'il méritait la victoire, il avait mis une légende de la boxe en difficulté, tenant tête à Dana White et au monde entier. L'ancien essayerait de minimiser les faits, mais la vérité restait manifeste. Même dans la défaite, Francis avait assuré une richesse générationnelle en un seul combat, se solidifiant comme une légende du combat. Quand il l'a mis au tapis, il a secoué le monde. Les implants capillaires de Conor McGregor ont sauté au premier round. C'était vraiment incroyable. Et ce n'était pas un coup de chance. Aucune expérience, il s'entraîne dans une salle de arts martiaux mixtes. Il a au moins 37 ans, il est vieux et revient tout juste d'une blessure. Peu importe ce qu'indiquent les cartes de score, le fait qu'il y ait un débat signifie que Francis Ngannou a battu Tyson Fury dans ce combat de boxe. À ton avis, comment Dana White se sent par rapport à ce qui s'est passé samedi? Qui s'en soucie? Je pense que pour savoir, tu dois d'abord lui envoyer une invitation. J'aimerais bien connaître la réponse aussi. Au sommet du monde dans presque tous les domaines, Francis avait gagné, mais souviens-toi du dicton. Être favorisé par Dieu, c'est l'être aussi par le diable. Et les griffes de ce dernier sont sur le point de se resserrer plus que jamais auparavant. On ne fait pas beaucoup plus grand qu'Anthony Joshua et Francis Ngannou. UFC, l'homme qui a mis Tyson Fury au tapis lors de ses débuts en boxe. Je suis monté sur le ring, je ne me sentais pas moi-même. Au premier round, quand il m'a mis au tapis, je suis tombé et je me suis demandé, est-ce que j'ai glissé? Est-ce que tu te sentais toi-même? Non, pas du tout. Francis était en paix avec son rôle depuis longtemps, mais une épreuve bouleversante allait bientôt arriver. Un événement tragique qui ne se déroulait ni sur un ring, ni dans une cage, mais bien plus près de chez lui. Dernière nouvelle, venant du monde du art martiaux mixte, l'ancien champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou, vient de perdre tragiquement son fils de 15 mois, Kobe Ngannou. Votre fils avait 15 mois? 15 mois. Que s'est-il passé? Il a une malformation au cerveau, ce que nous ne savions pas. Et je me souviens d'être arrivé à Dubaï, et ce jour-là, je me disais « Oh, la vie est belle ». Je vais aller prendre ma douche, m'allonger dans le lit et l'appeler. Mon téléphone a sonné. Mon petit frère m'a dit « Frérot, ça ne va pas bien ici. Kobe s'est évanoui, il ne respire plus. » J'appelle à plusieurs reprises et demande ce qui s'est passé. Il me répond « Il est parti ». Juste comme ça, il est parti. Qu'est-ce que tu veux dire, il est parti? Au moment où tu penses avoir compris la vie, c'est exactement le moment où tu réalises que tu n'as rien compris, que tu ne contrôles rien. Tu penses à tout et tu te demandes vraiment quel est le but, quel est l'objectif si ça doit finir comme ça. Quel est le but de se battre si? Je finis par ne pas pouvoir me battre pour la seule personne pour qui je peux me battre. Rien n'était comparable à la perte de sa propre chair et de son sang, une disparition sans cérémonie, imméritée et cruelle. Je ne vais ni prêcher ni me comparer, je veux seulement rendre hommage à un homme qui a tout traversé et bien plus encore, qui a atteint le sommet du monde puis en est tombé. Il est resté fidèle à ses principes malgré tout. Quitter les sports de combat aurait été compréhensible vu les circonstances. Mais pour Ngannou, un dernier duel était une question de catharsis, pas de rédemption. Kobe était avec lui en esprit lors de ses débuts au Professional Fighters League contre Hernan Ferreira, lui donnant une force intérieure. Pour Francis, c'était un duel motivé non par l'argent ou l'héritage, mais pour honorer la mémoire de son fils.
Maintenant, je ne peux penser à rien d'autre qu'à mon fils Kobe. J'espère qu'ils pourront se souvenir de son nom, parce que sans Kobe, nous ne serions pas ici ce soir. Je n'aurais pas combattu, mais merci à tous d'être venus. Je veux juste dire, s'il vous plaît, souvenez-vous de mon fils. Souvenez-vous de mon fils Kobe. Et ensuite, je lui dédie ceci. Ceci est pour Kobe. Merci. Portrait d'un champion poids lourd, vieillissant, incarnant le stoïcisme et la masculinité, exprimant ses émotions sur la grande scène. Puissant, brut et authentique. Après avoir fui pendant des années ses douleurs et ses épreuves, il avait appris à porter ses fardeaux en devenant une légende du combat. La disparition de son fils fut le premier d'une série de cruels revers du destin. Favorisé par Dieu, favorisé par le diable, Francis ne luttait plus contre ce fait, il l'acceptait désormais. Sa bénédiction, sa malédiction, toutes deux l'avaient façonné en le guerrier qu'il est aujourd'hui, et peut-être plus important encore, en l'homme qu'il est aussi. J'ai toujours dit que cet homme est une inspiration, car il est le champion du peuple. Les gens peuvent s'identifier à la lutte et aux épreuves qu'il a traversées. Je veux juste dire qu'un mauvais moment ne résume pas toute l'histoire. Eh bien, réfléchis à combien de rêves, tu vois, les gens peuvent réaliser depuis l'Afrique, tu vois. Parce qu'ils voient l'un des leurs. Tu comprends? Il est en train de libérer, tu vois, de l'espoir. J'ai toute la confiance du monde que tu vas voir. Beaucoup plus de Francis et de Ngannou, tu vois. Beaucoup plus de personnes vont parier sur elles-mêmes en venant du continent africain, simplement à cause de ce que Francis a choisi de faire bien avant que l'un d'entre nous ne le connaisse vraiment. Les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils n'essaient même pas. Et je pense que c'est vraiment ça, l'échec, c'est de ne pas passer à l'action. L'échec, c'est de ne pas agir, de ne même pas essayer. C'est là que tu échoues vraiment.